Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rima in Your Business. Aujourd'hui, on est en présence d'une nouvelle personne qui a besoin de quelques conseils. Bonjour madame, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Ce que je vous propose, c'est que vous nous expliquiez un petit peu votre situation, que vous vous présentiez et puis on essaiera de répondre à vos questions. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie déjà de me recevoir. Donc, je m'appelle Méline. J'ai dans la quarantaine et je vous ai contacté parce que je souhaite lancer une marque de vêtements Ok, et j'ai pas mal de petites questions sur le côté plus administratif, en l'occurrence surtout sur les contrats que je dois faire d'accord, par rapport à des partenaires, ok, aussi bien de vente de produits que des influenceurs entre guillemets. ok, Donc c'est pour ça que je vous ai contacté. d'accord, ok. Est-ce que vous Donc avez une question spécifique par laquelle on commence? alors c'est surtout savoir, la première question ce serait de savoir, j'ai des fournisseurs qui sont uniquement des fournisseurs pour les revendeurs donc, de vêtements, Oui, donc ils vendent en gros. Et on n'a pas du tout de contrat et ce sont des fournisseurs qui sont un peu partout dans le monde puisque bien sûr je vends des produits qui sont produits à différents endroits oui, et savoir est-ce que pour certains je dois procéder avec un contrat ou est-ce que ce sont les lois de leur pays qui font foi et d'accord. que je dois m'y plier. OK. Alors, en principe, ces fournisseurs, ils vous viennent avec des contrats. Ils ont très probablement des conditions générales de vente qui figurent sur leur site internet. Heu et s'ils n'ont pas de conditions générales de vente, vous avez jamais reçu de contrat de leur part? Non, parce que souvent, alors là, quand je me suis renseignée, donc soit ce sont des plateformes qui sont multimarques, donc je pense OK, que ce sont des plateformes où eux, ils souscrivent. Donc là, ce sont les conditions de la plateforme. d'accord, oui, Soit ce sont des fournisseurs que je contacte directement, d'accord. mais typiquement, je n'ai pas encore reçu de contrat. Après, je pense que c'est probablement quand je passe ma commande, quand ils me demandent si je suis d'accord avec les conditions, Oui, que c'est exactement. peut-être comme ça. Exactement. C'est ces conditions générales-là qui vont D'accord, s'appliquer, sur ce type de plateforme. Je doute vraiment fortement que de grandes entreprises comme ça travaillent sans contrat et sans relation d'accord, contractuelle avec leurs clients. Bien que en réalité, on n'a pas besoin d'un contrat écrit pour qu'un contrat de vente soit valable, ça peut être par accord tacite, mais en réalité, je pense effectivement que, c'est leurs conditions générales que vous pourrez retrouver sur le site internet. Hem et dans ce genre de cas, à moins que vous négociez spécifiquement avec eux, mais là, il va falloir avoir un certain nombre d'achats que vous allez faire auprès d'eux pour potentiellement pouvoir négocier, certaines clauses des contrats qui vous conviennent peut-être pas forcément. d'accord. Donc là, de votre OK. côté, actuellement, il n'y a pas de travail spécifique à faire. Juste peut-être bien lire une fois ces conditions générales et savoir, bah, ce que vous êtes en train de signer quand vous travaillez avec eux. D'accord, OK. Et par rapport à alors justement, par rapport à des, influenceurs ou des personnes qui vont faire la promotion Oui, de mes produits ou encore avec qui je vais travailler. Par exemple, j'ai prochainement un shooting, une photo vidéo que je vais faire avec une personne. oui, Hem, Là, je pense que j'ai un contrat à faire, mais je ne sais pas trop dans quelle mesure. Je pense que c'est par rapport à mes conditions, mais je ne peux pas non plus tout mettre, hein, tout et n'importe quoi, je suppose. Donc, dans quelle mesure je peux proposer un contrat et quelles sont peut-être un peu les limites que je ne dois pas dépasser dans ce sens? d'accord. Par rapport à chacun de ces prestataires avec qui vous allez travailler ou vous aviez comme idée de faire un seul contrat global ou qu'est-ce que vous Alors, je envisagez? m'étais dit un seul contrat parce que c'est un shooting avec une entreprise et puis le modèle fait partie de l'entreprise. Ouais. Après, il y a un photographe vidéaste qui ne fait pas partie de l'entreprise, mais je pensais aussi lui proposer le contrat global sur cette campagne Mmh. de lancement, de manière à avoir un seul contrat et de ne pas en avoir plusieurs qui soient différents. D'accord, OK. Alors, en principe, je vous donne la règle de base. L'idéal, c'est quand même d'avoir
un contrat par type de prestataire avec qui vous travaillez, mais c'est tout à fait possible d'avoir un modèle de contrat qui possède certaines variations, certaines variantes selon la relation que vous allez avoir avec le prestataire. Je vous donne un exemple, peut-être que si vous travaillez avec un photographe, on va dire que, ce photographe-là vous fait un prix peut-être moins cher parce qu'il garde la propriété intellectuelle des photos, mais qui vous laisse le droit de les utiliser. Peut-être qu'un autre photographe, vous voulez garder toute la propriété intellectuelle et à ce moment-là, peut-être qu'il vous vendra ça un petit peu plus cher. Peut-être que vous lui donnez le droit d'utiliser aussi ces images pour faire sa promotion à lui, donc ça vous permettra de négocier potentiellement un rabais sur la prestation de ce photographe. Il y a différentes variantes qui existent, mais effectivement le cadre, c'est toujours un peu le même. Quand on est dans ce type de contrat, que ce soit un photographe, un vidéaste ou des choses comme ça, ou même la personne qui vous fait un site internet, c'est toujours, ce qu'on appelle les contrats d'entreprise. Donc c'est des contrats où à la fin, on attend un résultat spécifique de la part du prestataire. Par contre, D'accord. dites-moi, oui? Non, d'accord. Ah, par contre pour les influenceurs avec qui vous allez travailler, selon ce que vous leur demandez, on sera plutôt potentiellement dans un contrat, où vous pouvez pas attendre de leur part un résultat spécifique. Vous pouvez pas leur dire: «J'attends d'avoir 100 000 likes sur ma photo». Mais vous pouvez demander à ce qu'ils fassent, leur post de manière, heu, professionnelle, de manière, à ce que ça mette vraiment en avant votre, produit et cetera. Et là, ce sera un contrat qui est un petit peu différent. D'accord. Donc moi, ce que je vous conseille quand même, c'est d'avoir une base. Il vous faudrait en réalité un peu 2 types de contrats, une sorte de contrat de mandat et un contrat d'entreprise que vous adapteriez pour chacun des prestataires avec qui vous travaillez. Et peut-être que des fois, vous avez selon les prestataires, c'est toujours un peu le même modèle de contrat que vous allez utiliser parce que imaginons que vous faites, différents shootings pour chaque saison et qu'au final, c'est toujours le même type de contrat que vous êtes en train de signer. Il y aura peut-être pas forcément beaucoup de variations dans ce cas-là. D'accord. OK, parfait. OK? Mais il faut quand même faire bien attention à ce que chaque contrat que vous faites signer à un partenaire, ça reflète bien la situation spécifique et que ça corresponde bien à vos besoins spécifiques aussi. D'accord. Et j'aurais une autre question. Oui, Je souhaiterais savoir, alors, j'ai vu que certaines entreprises, alors c'est surtout aux États-Unis, donc je pense que peut-être en Europe, en Europe et en Suisse, c'est interdit. Certaines entreprises, dans certains domaines, refusent que les clients renvoient les articles s'ils ne sont pas à leur goût. Est-ce que ça se fait en Suisse ou pas du tout? Parce que je alors, pense qu'il y a quand même la protection du consommateur. il y a, la possibilité de attendez, il faut que je réfléchisse, donc là, ils refusent si la personne n'aime pas, c'est ça? Oui, voilà. Alors moi, je m'étais dit peut-être plus parce que je pense faire des pièces qui sont uniques et à la commande ou des pièces qui sont en série limitée. D'accord, oui. Et là, pour le coup, comme ce sont des pièces qui sont spécifiques, Oui, où il y aura un nombre limité et qui seront faites sur pour mesure un un peu. moment donné. Ouais, Donc, c'est une situation qui est exceptionnelle et différente de ce qu'on peut avoir. oui. Que là, peut-être que ce serait possible pour ces collections, sachant que à côté de ça, quand il y a des articles qui reviennent, ben il y a le fait que le petit côté un peu, je dirais, écologique, où Mmh. ben ces pièces, ben, un peu comme les grosses entreprises que je m'en souviens pas, qui les jettent ou qui et ça, j'aimerais éviter. Oui. Donc trouver une autre solution pour ne pas avoir à jeter ou voilà ou à devoir les mettre à la poubelle, ce genre de choses. Mais il y a des entreprises, mais j'ai surtout vu ça aux États-Unis, Mmh. qui refusent catégoriquement, donc ils le mettent en gros, qu'une fois que la personne elle l'a acheté, qu'ils n'acceptent pas le retour. Oui. Alors, c'est effectivement possible, mais il faut effectivement que ce soit mentionné de manière très claire.
D'autant plus, c'est possible quand on a des pièces qui sont faites sur mesure, sur commande et qu'elles sont, personnalisées ou personnalisables. Dans ce cas-là, effectivement, ce sera possible de limiter, mais attention au droit européen qui, lui, va beaucoup plus protéger le consommateur que le droit suisse, qui là, va quand même, mettre un cadre et il y a une possibilité de remboursement, de renvoi après 14 jours, enfin jusqu'à 14 jours et sauf si on est dans des cas, comme vous l'avez mentionné, de sur-mesure, de personnalisation et cetera. Dans ce cas-là, on peut exclure, ce devoir de retour. D'accord. Vous aviez d'autres questions? Alors j'avais une autre question, qui me vient présentement. Certains fournisseurs ne livrent pas en Suisse, Oui, parce qu'ils n'ont pas alors ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils n'ont pas d'accord, donc ils ne peuvent pas livrer en Suisse, donc ils peuvent livrer dans les pays aux alentours. Donc je me suis pas renseignée plus pour savoir exactement pourquoi. oui, Et en fait, il y a la possibilité de faire livrer en France et ensuite par soi-même, d'aller chercher ou de faire une entreprise chercher et ramener. Et là, par contre, je me posais la question, de tout ce qui est TVA et déclaration, oui, parce que ça arrive dans un autre pays qui n'est pas le pays de l'entreprise, de départ oui, et ensuite ramener, donc ce qui veut dire qu'il faut, bah, déclarer à la frontière, voilà, qu'on ramène des produits commerciaux. exactement, Mais oui. ça veut dire qu'il y a une TVA qui est déjà appliquée dans un pays où on l'a reçue, plus encore la TVA suisse ou? Alors, dans ce cas-là, sauf erreur de ma part, il faudra d'abord faire la détaxe, puis la retaxe une fois que vous avez donc la première détaxe une fois que vous, quittez le territoire français et que vous payez la TVA suisse à partir du moment où vous importez la marchandise en Suisse. D'accord. Et puis une dernière question, Oui, à savoir, qu'est-ce que vous conseillez pour quelqu'un qui débute comme moi, en termes de statut parce que d'entreprise? Parce que j'ai entendu un petit peu les deux sons de cloche où on dit: «Oui, il vaut mieux commencer par un statut plutôt individuel et après, ben, voilà, avoir commencé et après, aller vers plutôt une société» et d'autres disent: «Non, il vaut mieux directement, aller vers une société». Surtout si on a peut-être, comme moi, un appartement, mmh, qui nous appartient, des oui, biens, de manière à vraiment mettre la distinction entre les deux activités et ne pas mélanger en fait le personnel et le et le professionnel. professionnel, oui. Vous savez alors, j'ai pas besoin du chiffre, mais est-ce que vous prévoyez d'investir autour des 20 000 francs dans votre projet entrepreneurial? Oui, parce qu'il y aura tous les stocks et Voilà, puis il y a beaucoup de fournisseurs où je dois acheter déjà les stocks d'accord, oui, avant de pouvoir, en fait, par exemple, là, j'ai un fournisseur, je dois acheter déjà certains stocks pour commencer pour après pouvoir acheter des quantités moins importantes. En fait, il d'accord. y a une somme de départ minimum qu'il faut investir, puis j'en ai plusieurs. Et puis il y a aussi toute la partie marketing, développement. Donc, oui, je pense que ça atteindra les D'accord, 20 les 000 vingt francs. mille francs. OK. Pourquoi je vous pose la question? Parce que une des questions principales qu'on se pose quand on hésite entre la raison individuelle et la SARL, premièrement, ça va être la question de la responsabilité personnelle, comme vous l'avez justement mentionné, le fait de, être personnellement responsable si l'entreprise a une dette à un moment donné, si, vous devez personnellement rembourser ces dettes, on va plutôt partir sur une forme juridique qui va vous protéger, qui sera la SARL ou la SA. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que, on fait n'importe quoi avec la société. Vous n'êtes pas responsable tant que vous gérez la société de manière conforme au droit avec la SARL. Donc ça protège, mais on dit que c'est des sociétés à responsabilité limitée, c'est pas des sociétés qui excluent la responsabilité. Donc ça, c'est quand même peut-être la distinction parce que c'est vrai qu'on vous vend toujours ça en vous disant, mais pour être totalement protégé, il faut passer par la SARL. Il faut juste être conscient du fait qu'effectivement, vous êtes protégé, mais pas dans toutes les circonstances. Il y a quand même des éléments qui peuvent engager votre responsabilité personnelle en tant que gérante ou associée de la société. Donc ça, c'est le premier élément.
Vous, votre activité, il y a peut-être pas forcément de dette que vous pourriez avoir parce qu'en principe, vous devez payer les fournisseurs avant de recevoir le matériel. Donc tant que vous ne payez pas, vous ne il y a pas de facture qui serait ouverte potentiellement. Non, voilà. Ouais. Donc du coup, en fait, je suis toujours obligée d'avancer la somme Oui, et je me suis même dit que dans la SA ou la SARL, je peux être aussi, «employée» entre guillemets. exactement, oui, voilà. Donc Oui. parce qu'en fait, au final, je vais travailler pour mon entreprise donc Mmh. Exactement. Donc ça, c'est le premier élément déjà où on se dit: «Est-ce que de mon activité, il y a un risque, heu, financier important?» L'exemple que je donne toujours, c'est si vous vouliez ouvrir un restaurant, il y aurait un loyer assez élevé, il vous faudrait en tout cas 3 personnes qui travaillent avec vous. Le restaurant peut fermer pendant 2 mois pour, par exemple, des causes sanitaires. Vous devez quand même avancer tous ces frais et ça, en raison individuelle, c'est très compliqué parce que les dettes montent très, très vite. Alors que dans votre activité, il y a pas forcément de dette vu que vous ne il y a pas de montants qui sont, il y a pas de crédit qui vous est fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point et pourquoi je vous posais la question des 20 000 francs, c'est que si dans tous les cas, à un moment donné, vous savez que vous allez mettre 20 000 francs dans votre entreprise, pourquoi ne pas directement mettre ces 20 000 francs dans votre société et les utiliser pour acheter l'inventaire qui sera utilisé pour votre entreprise? Et ça vous évitera de d'abord, dans un premier temps, payer tout votre matériel. Imaginons que vous payez 17 000 francs de matériel, vous faites une année en réseau individuel. Bien évidemment, vous êtes imposé de manière différente et ça, je vous l'expliquerai après. Mais disons que vous faites une année en réseau individuel et vous vous rendez compte que c'est peut-être mieux de passer en SARL. Et là, vous devez remettre 20 000 francs ou alors faire ce qu'on appelle un apport en nature. Vous devez faire valoriser le montant de votre inventaire pour le transformer pour l'injecter, disons, dans la SARL. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Le plus simple, souvent, quand on sait qu'on va avoir des dépenses, c'est de passer directement par la SARL, de mettre les 20 000 francs et de les utiliser pour acheter l'inventaire de l'entreprise. OK, super. Ça, c'est cet élément-là. Le troisième élément qui vous permettra de prendre cette décision, ça va aussi être l'imposition. L'imposition de la raison individuelle, c'est pas la même que l'imposition d'une SARL. La raison individuelle, c'est exponentiel. Donc, plus vous générez de l'argent, plus vous êtes imposé. Et la SARL, c'est fixe. Dans les cantons de Genève et canton de Vaud, on est environ à 14% d'imposition sur le bénéfice. Donc, il y a aussi quand même un intérêt à passer par la SARL. Et je dirais finalement, effectivement, vous avez la possibilité d'être salarié de votre propre entreprise une fois que vous avez une SARL ou une SA. Le salaire de l'employé, même s'il est directeur ou gérant ou associé, il est considéré comme une charge pour l'entreprise. Donc vous n'êtes pas imposé, la société ne sera pas imposée sur le salaire, mais c'est vous qui serez imposé en tant que personne, privée, OK. en tant que personne physique, ouais. Hem, donc là aussi, ça peut être intéressant parce qu'en raison individuelle, tout ce qui n'est pas des charges est considéré comme votre revenu. Alors que D'accord. quand vous avez une SARL, imaginons qu'à la fin de l'année, vous faites 100 000 francs, vous pouvez, vous dire: «Bon, bah, je me verse 40 000 francs de salaire, mais je laisse 60 000 francs dans la société» et ces 60 000 francs, ils seront imposés à 14%. Et votre salaire de 40 000 francs sera imposé, selon, votre imposition en tant que personne physique. Alors qu'avec la raison individuelle, vous êtes imposé sur ces 100 000 francs, par exemple, imaginons à 33% parce que vous êtes, indépendante et que c'est votre imposition en tant que personne physique. D'accord et si par exemple, je ne prends pas mes économies et c'est 20 000 francs, je me dis: «Bon allez, je vais faire un prêt» et j'emprunte 20 000 francs, un petit peu plus Mmh. pour ça. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas du tout? Alors, la société en tant que telle, elle peut pas faire de prêt, mais vous, en tant que personne physique, vous pouvez faire un prêt. Maintenant, bien évidemment, un prêt, c'est toujours risqué. Il faut savoir si on est capable aussi de rembourser ce prêt. Est-ce qu'on se met pas en situation de difficulté? Et pourquoi pas peut-être voir l'opportunité d'avoir un investisseur plutôt que d'avoir un prêt. Le prêt, vous êtes obligé de le rembourser. L'investisseur, il investit dans le projet. Et si ça fonctionne pas, ben, vous n'avez pas de montant à rembourser.
D'accord. Donc ça peut aussi être une option. La personne, quand elle investit, elle participe aussi aux bénéfices de la société. Donc ça peut être, un élément, qui l'encourage à investir dans votre structure. Mais les prêts, effectivement, il y a le taux d'intérêt, il y a l'obligation de remboursement et pour se lancer dans une activité entrepreneuriale, ça reste quand même assez risqué, tout en sachant que vous savez pas forcément si ça va marcher ou pas et le but, c'est pas de se retrouver dans une situation de difficulté. Tout en sachant que, quand vous déployez une activité avec une SARL ou une SA et que vous n'avez pas d'autres emplois à côté, vous n'avez pas accès au chômage. Donc si cette activité, je vous le souhaite pas, hein, mais si cette activité devait ne pas fonctionner, là, vous auriez pas de moyen de retourner au chômage, vous auriez une dette et cetera. Donc peut-être bien peser les pour et les contre de l'emprunt, financier. D'accord, OK, parfait. Super. Je ne sais pas si Oui. vous aviez d'autres questions? Non, c'est tout bon. Je vous remercie beaucoup. Parfait, bah, C'est très écoutez, clair. c'était un plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée Merci à vous aussi. et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.